Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Eh bien, messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce mardi 24 juin de l'an 2018 et nous sommes avec Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal en ligne, la Gazette du Togo.com. Nous serons donc en ligne, comme annoncé sur les réseaux sociaux, avec Farson Eke, en chef d'entreprise. Il est également analyste politique. Depuis Paris, il s'exprimera sur la question de la crise sociopolitique togolaise. Ildefonse Akpaki, bonjour. Eh bien, Ildefonse Akpaki, vous dirigez la Gazette du Togo. La Gazette du Togo, sur le terrain, partout, sur les réseaux sociaux, comme sur la toile de façon générale, on vous suit. J'avoue, en tant que journaliste professionnel des médias, j'avoue que ce n'est pas un travail facile. Oui, ce n'est pas un travail facile, mais quand le devoir vous appelle, vous êtes obligé, même si vous vous sentez un tout petit peu malade, comme je le suis depuis un moment, vous êtes obligé de vous jeter à l'eau. Et donc, c'est comme ça se passe. C'est cette habitude qu'on a eue de faire en sorte que tout ce qui se passe dans notre pays soit mis en ligne pour permettre à ces compatriotes qui sont dans la diaspora d'être au parfum des actualités et de tout ce qui se passe. J'avoue que c'est un peu difficile pour nous parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sur le terrain. Vous faites des émissions également. Oui. De grands reportages de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. On va à la Gazette du Togo. Tout à fait. C'est comme au début, la Gazette avait des correspondants un peu partout. Mais comme les choses n'allaient pas bien, financièrement parlant surtout, parce qu'il faut prendre soin de tous ces correspondants. Des collaborateurs ici à Lomé également. Des collaborateurs ici à Lomé également. J'ai dû abdiquer et je suis sûr que ceux qui sont beaucoup plus branchés ou braqués sur la Gazette du Togo doivent comprendre que depuis un moment, il y a eu un relâchement d'informations provenant surtout de l'intérieur parce que c'est vrai que c'est une entreprise que j'ai mise en place pour apporter le peu, mais j'avoue que seul je n'arrive pas à faire le travail, surtout financièrement parlant où il faut apporter du soutien financier à ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont là, ceux qui doivent se déplacer de Lomé pour aller couvrir les manifestations et ceux qui sont appelés à aller filmer comme ce fut le cas tout à l'heure avec Frédéric Sibyl qui est en stage, qui se déplacent parfois de leurs propres moyens ou parfois la rédaction arrive à débloquer quelque chose. Je ne suis pas sûr que depuis que nous venons filmer les émissions à Métropolis, la direction a mis la main à la poche pour soutenir la Gazette. Ça a été toujours le cas dans presque tous les studios où nous passons. La rédaction de la Gazette du Togo est obligée de déplacer ses rédacteurs pour faire le travail. Vous savez que ça me paraît un peu difficile de dire que le soutien que nous attendons de nos frères et sœurs, ce soutien-là n'est pas à la hauteur de nos attentes. Surtout que vous êtes beaucoup plus suivi au niveau de la diaspora. Tout à fait, nous sommes beaucoup plus suivis. Et aujourd'hui, je peux vous dire que quand j'ai jeté un coup d'œil sur le compte YouTube qui est beaucoup plus visité de la Gazette, vous devez voir qu'il y a au moins 8 millions, de vues. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui visitent, c'est des visiteurs, 8 millions de visiteurs.
Et vous avez 18 408 abonnés. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui sont braqués sur la Gazette, mais les difficultés, ça ne manque jamais. Je vais vous donner un exemple. C'est comme la dernière fois, il m'est arrivé de constater que un de mes reporters n'a pas répondu à l'appel et je me suis permis ensemble avec les autres d'aller voir ce qui n'allait pas et on l'a retrouvé pratiquement mort sur le lit parce qu'il était vraiment malade. Au même moment, moi-même j'étais aussi malade. J'ai dû le déplacer à l'hôpital. Je l'ai suivi pendant tout ce temps-là. Il a suivi qu'il soit guéri, que moi-même je sois alité jusqu'hier, je le sorte de la clinique. Il y a ces problèmes qu'il faut régler. Et bizarrement, revenu d'une tournée, il y a un autre qui avait pratiquement ses bagages dehors parce que le propriétaire étant revenu, il devait refaire sa maison et il faut trouver de l'argent pour qu'il aille trouver une autre chambre quelque part. Mais c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont actifs sur le terrain, c'est des gens qui arrivent à apporter l'information. Mais des fois, ça me dépasse de faire face seul à ces dépenses-là. Et à travers ça, là, il faut se dire également que c'est des gens qui doivent manger parce qu'ils ont des familles. C'est des gens qui doivent se déplacer parce qu'ils ont des engins. Mais je suis très choqué des fois quand j'envoie mes rédacteurs aller filmer certaines émissions de certaines autorités, pas gouvernementales, mais de la société civile et autres. Comme de l'opposition. Et comme de l'opposition, des députés qui n'arrivent même pas à donner des bons d'essence comme un geste juste pour le déplacement. J'avoue que moi, ça me choque. Ildefonse, tout ce que vous relevez pose la problématique de la contribution, de l'aide de l'État à la presse qui au Togo ne prend pas encore en compte les journaux en ligne. Oui, mais j'ai écouté un ami de la diaspora qui me disait l'autre fois que mais on nous a dit que l'État vous aide. Et moi, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire et j'ai dit, d'abord, l'aide de l'État à la presse au Togo, c'est ce que certains ministres dépensent tout juste dans des restaurants. C'est-à-dire, je veux parler de la petitesse de ce qu'on donne, contrairement à ce qui se fait dans les pays, dans les autres pays voisins du Togo. Et bizarrement, il me rappelle quelques jours, il me dit, il y a un des responsables politiques de l'opposition qui était en tournée, plus précisément à Londres, qui leur a dit, mais c'est pas possible, hein? On ne soutient pas en tant que tel la presse au Togo, et surtout ceux-là qui sont les responsables des presses en ligne ne sont pas soutenus. Pas du tout. Et c'est là où il me disait, mais quand tu m'avais dit que vous n'êtes pas soutenu, j'avais pensé que tu bluffais. Mais il y a toutes ces difficultés auxquelles je suis confronté personnellement et qui fait en sorte que je dis encore aujourd'hui, vous savez, j'ai des amis dans la diaspora vers qui je me tourne d'habitude. C'est-à-dire qu'en face de certaines difficultés que je rencontre, le peu que j'ai quand je le dépense et que je n'en ai pas, alors que la difficulté demeure, je suis obligé de taper à certaines portes, surtout de la diaspora. Il y a certaines qui s'ouvrent, il y a d'autres qui ne s'ouvrent pas. J'ai dit ici plusieurs fois qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais Ildefonse, tu fais un bon boulot, la Gazette fait du bon boulot, mais quand tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. » Oui, il y arrive des fois que je n'hésite pas, mais il y arrive des fois quand je lance l'appel, je remarque qu'on lit, mais il n'y a pas le retour. Mais je me dis que cette lutte que nous menons au Togo, cet objectif que la Gazette du Togo s'est donné d'informer, de sensibiliser, d'éduquer aussi, puisque moi-même je fais un exercice d'éducation à travers mes émissions, mais informer ceux qui ne sont pas sur le terrain, leur dire
ou leur prouver à travers des images que voilà ce qui se passe, pas des images tronquées, mais des réalités togolaises. Lorsque nous nous mettons à le faire et qu'on n'a pas de soutien, des fois on est déçu. Vous savez, je l'ai toujours dit et je le dis, celui qui a la communication en politique, c'est lui qui, pour la plupart du temps, gagne. Je ne sais pas l'importance que tous ceux-là qui disent nous luttons pour que ça change au Togo, l'importance qu'ils donnent à la communication. Sinon, j'arrive à faire ce que je peux. Il y a des gens dans la diaspora que sincèrement je dois mettre la main sur le cœur pour remercier, parce que depuis que la Gazette est née et que lorsque j'ai des difficultés que je n'arrive pas à transcender ou à trouver des solutions à ces difficultés-là, je ne tarde pas, je n'hésite pas à les appeler en aide. Et parmi ces personnes, excusez-moi de citer les noms de certains, juste en signe de remerciement, je voudrais parler du père Louis Couvi qui vient à Londres, qui, je vous assure, qui en quelque sorte est considéré comme le parrain de la Gazette, qui répond toujours. Je voudrais parler du frère Fel Kwasi. Ce monsieur m'a épaté parce que tout juste après le deuxième anniversaire de la Gazette, et j'ai ressassé certaines difficultés. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse de nous faire de petits dons. Je lui suis vraiment reconnaissant. Il y a M. Lawson Bouevi qui est en Belgique également. Il y a la grande sœur Foussena Djaba qui, par moment également, se débat et nous aide. Il y a M. Agbolo Fofo qui est en Belgique, qui était de passage à Lomé et nous a donné un enregistreur. Hein. C'est des petits cadeaux qui vont tout droit au cœur, je le remercie. Il y a M. Lawson Latego qui vit à Londres, qui aussi fait des gestes à la Gazette. J'étais épaté par son geste parce que lui, il a pensé aux démunis à qui il a envoyé des cartons d'habits qu'on est allé partager aux gens au nord. Il y a M. Foligan qui est aux États-Unis, qui a doté la Gazette du Togo dans un passé récent d'un routeur de grande puissance. Et puis il y a Madame Wilson, Rosaline, qui vit au Canada, qui hier, juste hier, qui a vraiment, je la vois commenter tout ce que nous faisons à la Gazette, mais qui m'a épaté hier aussi en faisant un petit geste à la Gazette. Il y a des associations comme Urgence Togo qui, lorsqu'on était en train de préparer le deuxième anniversaire de la Gazette, qui a agi positivement. Il y a Togo sans frontières, basé à Munich, dirigé par M. Séraphin aussi, qui m'a épaté parce que nous étions dans une situation où je ne savais pas comment gérer cette situation-là. Et miraculeusement, M. Séraphin m'appelle et me dit que son organisation Togo sans frontières, basée à Munich, a un message pour la Gazette et ils ont fait ce qu'ils peuvent. Je crois que c'est des gens que je dois remercier sincèrement parce que sans eux, ceux-là que je viens de citer, et si par mégarde j'ai oublié certains, excusez-moi parce que jusqu'à quelques minutes avant que je n'entre dans ce studio, je n'étais qu'à la clinique parce que, je le répète, depuis un moment, je suis malade. Merci à vous, Ildefonse Akpaki. Beaucoup de courage, c'est tout ce que nous pourrions donc vous souhaiter. Donc au niveau de la Gazette, ce n'est pas facile. On sait ce que c'est que la presse au Togo. Et justement, je voudrais saisir l'occasion là pour demander encore aux bonnes volontés de non seulement soutenir la Gazette du Togo dans tout ce qu'il fait, mais de soutenir également d'autres confrères qui se battent sur le terrain, tels que Ferdinand Hité de l'Alternative, Abi Alpha du journal Le Rendez-vous, Honoré Adantui du journal Le Correcteur, Médara Metepe de Liberté, Eli Goka de Métropolis qui se bat. Nous devons te remercier aussi et remercier toute la rédaction et toute la direction de Métropolis qui nous offre ce canal pour que nous puissions dire ce que nous voulons.
Merci Ildefonse Akpaki. Nous avons en ligne Forson Koué. Forson Koué, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Eh bien, Forson, et que vous suivez de près l'actualité socio-politique togolaise. Je rappelle que vous vivez à Paris, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes également analyste politique. On vous retrouve souvent sur les chaînes comme Africa 24. Et quand vous venez au Togo, vous animez également des émissions parlant toujours politique. Et, comment vous allez tout d'abord? Je vais très très bien et je suis en ce moment préoccupé par ce qui se passe dans mon pays. Ah bien. Forson, vous suivez depuis le 19 août le Togo. Vous le savez, le Togo vit une crise qui semble être sans fin. Et qu'est-ce qui, selon vous, rend la crise si complexe ou difficile? Monsieur le journaliste, permettez-moi, avant de répondre à cette question que vous venez de poser, s'il vous plaît, de présenter mes condoléances aux familles éplorées, d'exprimer ma compassion et mes vœux de propre rétablissement aux blessés, et je condamne les agressions d'où qu'elles viennent, où ça menace la paix publique et la cohésion nationale. Mais pour répondre à la question, notre pays, le Togo, est affecté par une grave crise politique. Celle-ci est la conséquence directe du dernier scrutin présidentiel. Du dernier scrutin présidentiel, entaché d'irrégularités graves, et avec cette crise vient se superposer la triple crise qui est une crise éthique, crise identitaire et crise managériale à laquelle notre pays est confronté. L'approche de cette crise reste complexe et difficile parce que le paradigme d'analyse n'a pas changé. Depuis 1990, les mentalités n'ont pas évolué. La conception de la politique n'a pas évolué. Voilà pourquoi nous sommes en ce moment dans cette complexité, dans cette difficulté de trouver des réponses à notre crise. Eh bien, l'opposition reste intransigeante sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Et pour certains, c'est le nœud de la crise togolaise. Votre analyse? Mais, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'avais fait allusion à l'année 90. Et si vous suivez ce qui s'est passé, ce qui était joué dans ce combat, il y a eu une histoire qui s'est passée. Il y a eu des mouvements, et qu'il y a eu la conférence nationale, et qu'il y a eu la création d'un gouvernement à l'époque. Le gouvernement à l'époque a été créé, je me rappelle bien, quand j'étais jeune à ce moment, le gouvernement a été créé, et dans le gouvernement, il n'y a que des partis de l'opposition qui ont constitué ce gouvernement. Il y a même eu des moments où on a failli dissoudre le FPP. Ce qui a créé des émois, qui a créé la colère dans le cas adverse, et qui a fait que, à la longue, en 1991, on a attaqué la primature, et après, on a repris tous les fonctions régaliennes de l'État. Mais aujourd'hui, la constitution togolaise ne limite pas le mandat présidentiel. Donc, on ne peut pas empêcher le président Faure Gnassingbé de ne pas aller aux élections en 2020. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Donc, on ne peut pas empêcher le président Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020. On ne peut pas empêcher. La constitution que régit le Togo en ce moment précis ne l'interdit pas. Donc il faut que les Togolais comprennent. On va dire, il faut qu'on dise la vérité au peuple. La politique ne se fait pas avec l'émotion. La politique se fait avec raison et des stratégies politiques pour conquérir le pouvoir. Il faut que le peuple comprenne cela. Et je suis venu dire le langage de vérité à notre peuple. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce qui est important pour moi, c'est l'unité nationale. Mais le plus important, c'est que les principales réformes puissent se faire. Oui, voilà. L'impression de mandat à deux, l'amélioration du cadre électoral, le recensement et l'élaboration d'un fichier électoral fiable, crédible, le découpage électoral, la concours
Oui. C'est que l'Union européenne, la France, la CEDEAO et l'UA sont maintenant prêts à rentrer dans le processus en amont et en aval. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais permettez-moi de rappeler à ceux qui se délectent des annonces de grand soir et de rupture perpétuelle, ceux-là ne comprennent pas que c'est long à construire un pays. Vite fait de le casser, mais si long à remettre debout. Ils ne comprennent pas qu'il est indispensable de convaincre pour entraîner. Convaincre au long cours, partager les raisons de l'action qu'on propose, infatigablement, expliquer pour conduire, que cela est indispensable, que cela est respectueux vis-à-vis du peuple. Ouais, et force. C'est pour cela que je vous dis que c'est... Oui. Allez-y, je vous suis, allez-y. Oui, c'est pour cela que je vous dis que pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'unité. Les mentalités doivent évoluer vers la notion du bien commun, surtout de l'unité nationale. Car l'unité est un besoin vital pour le Togo. Toute son histoire et toutes ses valeurs exigent qu'on préserve cette unité et qu'on la défende dans l'avenir. Mais l'évolution de la situation politique togolaise rend cette unité précaire. La société vers laquelle on voulait vous entraîner, c'est celle du chacun pour soi, celle du communautarisme, de l'égalité galopante. C'est pourquoi le combat du pays exige une volonté de tous les instants. Cette volonté d'unité doit nous pousser à reconstruire notre démocratie, à reconsidérer l'organisation de l'information, la pratique présidentielle. L'unité, c'est aussi la défense d'un modèle social et civique. C'est pour cela que je ne suis pas, moi, prêt pour qu'on exclue dans la cause présidentielle. Ouais, Forson, que vous estimez qu'il faut donc des élections, il faut des réformes dans tous les sens politiques avant qu'il y ait des élections au Togo, et vous estimez que il faut laisser également Fonia Singbe aller être candidat en 2020. Mais de quoi on pense que dès que ces réformes seront faites, Fonia Singbe ne doit plus être candidat? Oui, c'est l'erreur. C'est pour cela que je disais que si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et le conflit, il n'y a pas de petit conflit, vous savez, il n'y a pas de petit conflit. Si on ne gère pas le conflit, on appelle ça le conflit refoulé. C'est le conflit qui va nous gérer. Donc il faut que nous, Togolais, nous comprenons que le paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui doit changer. Et c'est que chacun, tout le monde doit gagner. Et une nation, c'est comme une équipe de foot. Nous avons le gardien de but, nous avons les défenseurs, nous avons les milieux du terrain et les attaquants. D'accord? Et donc, c'est en unité, en union qu'on gagne. Et nous devons gagner ensemble. Et c'est ce paradigme-là que je veux que l'opposition et le parti au pouvoir comprennent pour qu'on aille de l'avant. Et ça sera la proposition que je ferai vers la fin de l'émission. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas exclure, parce que je ne veux pas parler de ce peuple, parce que chacun a son peuple, chacun a ses partisans. Et pour délimiter, il faut délimiter par les élections. C'est ça la vérité. Et donc, voilà, je vous écoute. Eh bien, Forson que les Togolais désormais ont les regards tournés vers la CEDEAO qui, vous l'aviez dit dès l'entame, s'invite bien sûr dans la résolution de cette crise. Que peuvent attendre les Togolais de cette organisation régionale qu'est la CEDEAO? Mais donc, je vais continuer dans ma droite ligne à vous dire ce qui peut-être vous allez avoir bientôt à entendre de la recommandation de la CEDEAO. Bon, voilà, la CEDEAO, bon, à mon avis, la CEDEAO sera sur la lignée, ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y aura une recommandation d'opérer les réformes dans les médias, d'opérer les réformes de mandat à 2. D'accord? Dans l'immédiat. L'utilisation de mandat à 2, ça, dans les médias, oui. Maintenant, ils vont proposer que les réformes se fassent par voie parlementaire. C'est pour cela que, normalement, ils vont garder l'Assemblée nationale et prolonger leur
projet ne sera pas pareil comme avant. Et on n'aura pas à avoir les crises comme on faisait avant. Ça, je peux dire rassurer les Togolais, c'est ce que je dis, je ne peux pas tout dire. Voilà. Eh bien, certains acteurs politiques pensent autrement. Eux, ils proposent qu'il y ait une transition politique. D'autres s'y opposent. On estime donc que cette transition n'est pas possible vu que Fonia Singwe est légalement dans son mandat. Si, à défaut d'avoir une transition, pensez-vous que la CEDEAO, la recommandation de la CEDEAO pourrait être acceptée par ceux qui demandent cette transition? Oui. Donc la notion de... je comprends la préoccupation de... De toute façon, comme je vous l'ai dit tantôt, depuis le 19 août, le contexte politique togolais a changé. Et donc la crise s'est accentuée, d'où la nécessité de trouver une sortie de crise appropriée et durable. Donc, ce que je veux dire à propos de ce qui veut faire une transition, ce qui veut pas faire une transition, c'est que le passé est le début de notre avenir. D'accord? Et donc, notre héritage à tous, le Togo, c'est notre bien commun. Mais j'appelle au gouvernement actuel, et surtout le président de la République, à faire preuve de la volonté d'apaisement en saisissant la chance offerte par la délégation CEDEAO et l'Union africaine pour entamer de vraies négociations qui associent aux partis politiques, aux organisations représentatives, la société civile togolaise, y compris ceux de la diaspora. Tout au-delà de leur diversité plurielle, apporter une contribution précieuse pour l'évolution de la nation. Donc, je réserve parce que comme j'ai une proposition à faire à la fin, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je dis, mais il revient aussi, nous, à la nouvelle génération, de donner un sens à la vie de notre cher pays de Togo. La politique doit porter les valeurs qui sont les nôtres, le travail, l'identité et l'amour de la patrie. Ces valeurs, pour les Togolais, notre cher pays, qui a été malmené et a vu des vies brisées, ruinées au nom de la politique. Il faut que cela change. Il faut que l'imagination pour répondre, refonder la nation soit une nouvelle imagination. Une volonté continue et la patience pour reformer et refonder la nation. Et cela, c'est dans la proposition que je vais faire tout à l'heure pour que le pays puisse enclencher une nouvelle dynamique pour demain. Donc voilà, en gros, l'idée. Maintenant, vous allez me dire que c'est des personnes qui disent que oui, pour M. le Président, le président de la Assemblée est légalement élu et donc il doit finir son mandat. Oui, mais le concept depuis le 19 août a changé. Donc, dans la proposition que je ferai tout à l'heure, je vais expliquer le pourquoi je dis ça. Donc aujourd'hui, le contexte n'est pas pareil. Donc, chacun peut l'appeler comme il veut, transition ou pas transition, mais le maître mot revient au président de la République et à son gouvernement et surtout à l'armée togolaise qui aussi doit aussi contribuer à cette mise en place de la structure que je vais proposer tout à l'heure. Eh bien, force en est que vous l'avez souligné depuis le début, depuis 1990, le Togo vit cette crise socio-politique. Depuis le 19 août, cette crise, selon vous, a changé de cap. Aujourd'hui, pour s'en sortir, que pensez-vous qu'il faut réellement faire? Moi, la proposition que je vais faire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc, maintenant, on a demandé, le CDO va demander à ce que les choses se fassent à l'Assemblée nationale. Maintenant, si il va y avoir un blocage, je ne sais pas, donc je ne sais pas où va venir le blocage. Je conseille, moi, au président de la République, au gouvernement, au président de la République surtout, et les membres qui l'écoutent en ce moment, la solution que voici. Allez-y. L'avenir du pays dépend d'abord de chacun de ses habitants et de leur capacité
de la crise, mais de chacun qui fera preuve pour contribuer à la nation. La sécurité du pays sera de plus en plus de la responsabilité de chacun de nous si chacun cesse d'attendre tout de l'État et se prendre en main, si chacun cherche à réaliser ses ambitions et à devenir soi. Allô? Allô? L'avenir, il est le garant des institutions, de l'intégrité, de la sécurité du pays, et il doit faire de son mieux pour que le Togo et les Togolais d'aujourd'hui vivent ensemble et le plus harmonieusement possible, et pour assurer les meilleures conditions de vie aux prochaines futures générations. Donc, l'article 68, la Constitution togolaise, le président de la République, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, le président de la République, je lui demande qu'il dissout l'Assemblée nationale. Dissout le gouvernement. Ce que je demande est fort. Mais il faut faire ce qu'on avait fait. Je sais que ces membres sont majoritaires, mais ce qu'on je demande est la solution. Dissout le gouvernement, dissout l'Assemblée nationale. Je veux faire un gouvernement qu'on appelle un gouvernement de confiance. Ce gouvernement de confiance aura une feuille de route. Une équipe est choisie sur les critères éthiques et de compétences et sera dirigée par une personnalité qui fonctionne dans les consensus de tous les protagonistes de la crise togolaise. Il constituera les partis politiques et nommera une assemblée constituante. Cette assemblée constituante sera la constitution du Togo, dans lequel nous allons mettre la limitation de mandat à 2 et à ne pas cas ne peut faire 2 mandats. Nous allons mettre la limitation des mandats parlementaires. Le mandat parlementaire doit être limité. Limité à tous égards. Les mandats des élus locaux doivent être limités. Le non-cumul des fonctions dans toute la société de l'État. Et là. Allô? Un petit souci de réseau, je crois. Force en que va nous revenir peut-être dans quelques instants. Eh bien, Ildefonse Akpaki, vous l'avez suivi, les propositions qu'il a commencé par nous dérouler, Force en que sont des propositions quand même très fortes qui peuvent susciter assez de débats. Il propose donc que le président de la République puisse dissoudre l'Assemblée nationale, dissoudre le gouvernement et créer ou mettre en place un gouvernement qu'il appelle gouvernement de confiance, ce gouvernement qui va travailler donc à la mise en place d'une assemblée constituante et pour faire les réformes et mettre le pays sur la voie du développement. C'est avec beaucoup d'appétit que j'ai écouté monsieur l'invité que vous avez reçu. J'ai pu noter moi certaines choses et je peux dire que je lui accorde avant tout le bénéfice du doute pour certaines choses qu'il a dites et qui ne sont pas du tout visibles ou faisables sur le terrain. Il nous revient, on va terminer avec lui et on va passer aux commentaires. Eh bien, façon que oui, une dernière proposition, vous êtes dans les dernières lignes de votre proposition. Oui, donc je vous disais que donc il faut limiter les mandats présidentiels, limiter le mandat des parlementaires, des élus locaux, et limiter et mettre le non-cumul des mandats et le cumul de fonctions à tous les niveaux donnés. À tous les niveaux donnés. Et cela sera la base de la consolidation de notre nouvelle politique.
revenir et au niveau du Parlement, mettre la parité hommes et femmes, tout parti politique dans lequel cette parité n'est pas respectée sera privé des financements et doit être sanctionné. Parce que nous devons mettre la femme au devant. Le Togo a besoin de femmes pour qu'on se construise. Si vous regardez l'histoire du Togo, c'est la femme qui a construit le Togo. Et la femme est le socle fondamental de la base du Togo. Et c'est pour cela que, cette nouvelle politique, nous devons intégrer la femme. Mais permettez-moi pour conclure, je dis ceci s'il vous plaît, au peuple togolais et aux ceux qui nous écoutent, au niveau de la diaspora. Nous parlons tous de la paix et de la sécurité. Nous voulons tous vivre libres, en toute quiétude. Une telle ambiance ne découle pas du hasard et ne constitue pas un don gratuit. C'est au contraire la résultante d'un ensemble de comportements responsables. La volonté délibérée d'accepter et de respecter l'autre. La capacité de nous comporter envers autrui comme nous aimons on se comporte envers nous. La démocratie est à ce prix. Et la décrispation du climat social aussi. Mais appelons à écouter l'autre pour nous informer. Mais au même moment, faisons appel à notre esprit critique. Essayons de tout analyser, de démêler le vrai du faux, de déterminer en quoi les discours peuvent proposer ou non des solutions réalistes à l'ensemble des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Avant de poser un acte, essayons par exemple d'envisager la réaction de nos amis ou de nos interlocuteurs, surtout quand ceux-ci ne sont pas de la même sensibilité que nous. Dans ce sens, ne perdons pas de vue que toute action délibérée, de provocation et de violence en appelle à d'autres. De même nature, d'amplitude parfois, et même souvent plus grande, et déclenche une logique infernale de destruction, avec tout le cortège de souffrance, de rancœur, que l'on peut aisément imaginer. Devenons donc plus responsables, plus raisonnables, plus courageux, chers compatriotes, afin que dans un communion de pensée, dans un élan patriotique, nous puissions mettre en commun notre effort, nos compétences, pour que le Togo de demain soit meilleur et prospère. Je vous remercie. Merci à vous, Forson Que. Je rappelle que Forson Que, il est donc chef d'entreprise et analyste politique. Et il était en ligne avec nous depuis Paris. Merci. Merci à vous. Eh bien, Ildefonse Akpaki, nous revenons ici au studio Jean-Hélène de la Super Radio Métropolis Lomé. Des propositions fortes, vous en parlez. Je crois que je disais que j'ai écouté avec appétit monsieur Forson, comme ça vous l'avez dit. Oui. Et je disais dans ma démarche que je pouvais lui accorder le bénéfice du doute pour certaines de ses propositions qui, ma foi, m'ont fait sourire. Mais il précise que pour avoir des résultats nouveaux, si je voudrais bien le résumer, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Oui, et j'ai pu noter, comme d'habitude, il parle d'une conception de la politique qui n'a pas évolué. Il axe cela sur 3 crises. Crise morale, crise politique, crise identitaire, patati patata. Il met un accent sur la raison. Il revient en disant que la mentalité doit évoluer. Il axe cela sur l'unité nationale. Il dit: je ne suis pas d'accord qu'on exclue le chef de l'État dans la course en 2020. Il parle de la CEDEAO en disant que la CEDEAO a dit que tout se fera à l'Assemblée nationale. Et ce que j'ai pu retenir dans tout ce qu'il a dit au finish, c'est qu'il a utilisé une expression: apprenons à nous écouter. Alors, je reviens sur la première observation. C'est
la conception de la politique qui n'a pas évolué. Évoluer au Togo. Est-ce que c'est chose anormale? Je dirais non. Non, parce que les mêmes acteurs sont restés sur place. Vous comprenez? Quand vous parlez des mêmes acteurs, vous vous adressez Les deux groupes. aux deux groupes. Les deux groupes. Aussi bien l'opposition qu'au pouvoir. Mais nous retrouvons un certain Francis Sekon qui a fait parler de lui encore hier, alors que ce monsieur appartient à la vieille classe politique. Et Jean-Pierre Fabre également, qui a participé à la conférence nationale souveraine. Et tous ces acteurs, il y a je ne l'exclus pas. Je suis en train de faire une liste. C'est parce que celui-ci est récent que j'ai commencé par lui, puisque ce matin, avant que j'en entre dans votre studio, je l'ai écouté sur certaines stations. Vous étiez surpris? Je ne suis pas tellement surpris parce que je me dis que c'est des gens qui veulent se faire écouter, parce que je connais sa position depuis la veille de la présidentielle de 2015 où il appelait les gens à voter pour M. Fornia Singbe. Alors je ne suis pas du tout surpris de sa position de dire qu'il n'y aura pas de transition politique. Alors voilà la première réaction. La deuxième réaction, c'est par rapport au fait qu'il axe son argumentaire sur la raison. Moi, je dirais sur la morale, parce que nous appelons quelque chose la morale en politique. Et la morale en politique dit, lorsque vous promettez quelque chose à votre peuple, soyez en mesure, surtout que vous êtes un homme d'État, soyez en mesure de réaliser ces promesses. À M. Forsonko, je dis ceci, par rapport au fait qu'il martèle que M. Fornia Singbe ne sera pas candidat ou bien ne devait pas être empêché d'être candidat. Je vais lui rappeler, puisqu'il a parlé de raison, et que moi je parle de la morale en politique et pour un homme d'État, je rappelle à M. Forsonko que M. Fornia Singbe s'est déjà prononcé sur son mandat sur Deutsche Welle, même si il n'a pas dit directement, je peux le citer sur Deutsche Welle. Je le cite, vous m'écoutez. Il disait, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Fin de citation. M. Forsonko, c'est M. Fornia Singbe qui a dit ça dans un passé récent sur Deutsche Welle. Alors, Forsonko propose également qu'il y ait une limitation du mandat des mandats présidentiels. Alors, s'il propose qu'il y ait limitation de mandat présidentiel, c'est là où je dis qu'il faut lui accorder le bénéfice du doute. C'est là où je dis que, fondant son argumentaire sur la raison, c'est-à-dire la morale en politique, il faut qu'il comprenne quand il fait le retour, quand il essaie de scruter l'histoire togolaise, il se dira que M. Fornia Singbe est déjà dans son 3e mandat. Il estime que la constitution actuelle lui permet, même après les réformes... Vous savez, ce n'est pas moi qui ai parlé de raison. Et moi, je transpose sa raison sur la morale en politique. Et selon vous, cette raison fonde le fait que Fornia Singbe ne doit plus être candidat en 2020. Oui, et il a même parlé d'éthique en politique. Et l'éthique en politique voudrait qu'un homme d'État, lorsqu'il donne sa parole, il doit respecter cette parole-là. Et puis, je me dis également, quand il parle de réforme, ça me fait sourire parce que je ne voudrais pas aujourd'hui faire la gymnastique de rappeler un certain nombre de propos de M. Fornia Singbe et de ceux qui l'entourent. Je vais le citer, lorsqu'il parle en février 2009 sur FM Liberté, il donne cette garantie de ce que les réformes seront faites avant la présidentielle de 2010. Je me perds là d'ailleurs, mais voilà, je l'ai retrouvé. Alors je cite encore pour M. Fornia Singbe, en février 2009 sur FM Liberté. Je le cite. J'ai pris un engagement que je compte respecter.
c'est de mettre en œuvre totalement, entièrement et de façon exhaustive l'APG que nous avons signée. J'en suis le garant et toutes les mesures qui ont été décidées seront mises en œuvre. Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010. Fin de citation. Ceci, M. Faure Gnassingbé l'a déclaré en février 2009. Mais puisque son régime est caractérisé de la duplicité, de la mauvaise foi, du mensonge à outrance et de tout ce que vous voulez, son ministre, M. Bawara, il y a 2 ans, toujours à propos des réformes, disait ceci, je cite, là c'est M. Bawara Gilbert qui parle, l'APG n'a pas vocation à réguler indéfiniment la vie politique, encore moins se substituer aux lois et principes qui gouvernent le fonctionnement régulier des institutions. C'est une imposture et une supercherie de faire croire faussement à la population que l'APG contient des solutions toutes à la question des réformes politiques. Fin de citation. Alors la question que je me pose lorsqu'on parle de réforme au Togo, depuis qu'il a fait cette déclaration, il a encore martelé en disant que la page des réformes est tournée, toujours M. Bawara, et il a été appuyé par M. Fogan Maganao qui a parlé de la caducité de l'APG. Mais pas des réformes. Lui, les réformes sont assorties ou sont le fruit de l'accord, puisque c'est dans l'accord qu'on a demandé de faire les réformes. Vous avez un tout petit peu oublié? Dans mon entendement, les réformes, en tout cas, quand on parle de l'APG, les réformes pourraient même être faites en dehors de l'APG. L'APG a préconisé les réformes. Et lorsqu'aujourd'hui, vous entendez cette déclaration des dirigeants togolais, qu'est-ce que vous direz? D'abord, venant du premier, le chef de l'État, qui fait une promesse, un homme d'État. Oui, sur la promesse du chef de l'État sur Liberté FM, en tout cas, il faut quand même pas perdre de vue que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a travaillé à mettre en place quand même le CPDC qui n'a pas marché. Qu'est-ce que vous appelez comme ça? C'est parce que... C'est le cadre, le cadre défini pour les réformes. Je vais vous dire, c'est une tactique du pouvoir en place de dribbler. Vous connaissez bien l'histoire des CPDC? Oui, ils ont fait un bon boulot au CPDC. Mais alors, les recommandations assorties de ce cadre, qui doivent les mettre en pratique, selon vous? C'est son gouvernement. Mais la participation même de certains acteurs à ce cadre a été une autre polémique au Togo. Oui, parce qu'on a voulu, au fait, tout repose sur la volonté politique. C'est parce qu'on n'a pas cette volonté de traduire dans les faits toutes les recommandations issues de ces cadres-là. Il y a eu CPDC, 1, 2, 3. Et j'ai écouté un certain nombre d'acteurs qui ont dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais qui est-ce qui a été à l'origine du fait que la mise en œuvre n'a pas été effective? C'est le gouvernement que M. Faure Gnassingbé lui-même préside. Et vous avez vu la cacophonie entre ce qu'il a dit en 2009 et ce que son ministre a dit. Il n'a jamais parlé de cela. Maintenant, toujours dans le contexte des réformes, M. Forson a fait dire un certain nombre de choses par rapport au fait qu'il faut accepter, il faut faire ci. Je rappelle pour l'histoire que le gouvernement de M. Faure Gnassingbé, à travers l'ancien Premier ministre Artem Aoumé, avait fait un projet de loi constitutionnelle. Et vous vous rappelez, un 30 juin 2014, on a rejeté. Par la suite, les députés de l'opposition ont émis 2 propositions de loi. Et la première qui a été émise, et je ne sais pas, on lui a donné un coup de pied. La deuxième qui a été émise par l'ANC, il a dit, était en étude quand le chef de l'État annonce la création d'une commission de réflexion. Toujours des réformes. C'est des bêtises politiques qui riment à la mauvaise foi et à la duplicité. Parce que quand on dit
que l'étude est déjà enclenchée à l'Assemblée nationale, pourquoi demander à une commission qui n'a même pas un fondement constitutionnel de s'attarder encore sur la même proposition, sur le même problème? Au fait, donc aujourd'hui, les réformes ne peuvent plus, ne pourraient plus être faites à l'Assemblée nationale, selon vous? Non, je ne dis pas qu'elles ne seront pas faites, puisque suivant les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, lorsque l'étude a commencé, on devait poursuivre les étapes. Lorsque le président de l'Assemblée nationale, vous vous rappelez, M. Damani, a dit non, mais patati patata, il a fallu que la Cour constitutionnelle rappelle à l'ordre le président de l'Assemblée, mais tout cela n'a pas été pris en compte. Aujourd'hui, voilà pourquoi moi je dis, sans regarder derrière, que on ne peut pas dire que c'est l'opposition qui n'a pas eu cette volonté-là de s'offrir une ouverture pour la mise en œuvre des réformes. C'est ceux, justement, qui sont au pouvoir, qui n'ont pas pensé un seul instant qu'ils seront rattrapés par l'histoire. Parce qu'en le faisant, ils se disaient, mais nous avons la même mise sur tout. On peut blaguer le peuple, là, comme on veut, comme le disent les Ivoiriens, on blague le peuple, Parce que moi, je n'ai pas compris le chef de l'État qui dit quelque chose et son contraire à la fois. Moi, je ne l'ai pas compris. Alors, répondant toujours à M. Forson par rapport à la morale en politique, je lui demanderai très humblement, lorsqu'il sera encore à Lomé, de remplir une audience, d'aller voir le chef de l'État, de lui dire, mais monsieur le Président, vous avez donné un exemple, vous avez dit, pour que ça s'enracine, il faut limiter les mandats. Vous êtes dans votre 3e mandat, vous ne parlez pas. Vous savez, j'ai écouté Mamadou Issifou, le président du Niger, qui a dit qu'il ne faut pas faire un siècle au pouvoir pour donner ce qu'on a. Et il a dit quoi? Il a dit je pars parce que je suis dans mon 2e mandat. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Le contexte togolais semble être beaucoup plus particulier. Oui, mais la particularité, parlons-en, c'est quoi la particularité? La particularité, c'est parce que on n'a pas tué un 13 janvier là-bas, le premier président, et on a utilisé l'armée comme cette institution-là qui protège à volonté le pouvoir établi par la force. C'est ça la particularité. Puisque au Togo, c'est ça. On a utilisé une institution militaire pour protéger ceux qui ont perpétré et qui continuent toujours pas perpétrer des coups d'État. Ils ont fait des coups d'État militaires, ils ont fait des coups de force, ils ont fait des coups d'État constitutionnels. C'est ça la particularité. Puisque au Niger, l'armée était républicaine. Elle est beaucoup plus accentuée sur le service, sur la protection, sur la défense du peuple. Contrairement à ce que nous voyons au Togo. Et Ildefonse Akpaki, en attendant la feuille de route de la CEDEAO, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les acteurs politiques togolais sont capables de se mettre d'accord pour qu'il y ait quand même des réformes au niveau de l'Assemblée nationale? Je ne suis pas sûr. D'abord, remarquez que d'un côté, il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas d'un côté. Oui, et je le dis. Vous le mettez d'un seul côté. Je vous donnerai les exemples. Je ne parle pas. Et l'opposition, est-ce que l'opposition a cette volonté? Tout à fait. Ceux qui dirigent l'État togolais, qui sont dans une dynamique de conservation vaille que vaille du pouvoir, qui ne veulent pas laisser le pouvoir, n'ont pas cette volonté-là de faire évoluer les choses pour qu'il y ait alternance dans le pays. Un exemple. Allez-y très rapidement. La dernière facilitation au Togo, je l'ai dit sur une chaîne, je répète encore aujourd'hui ici. Lorsqu'il y a une crise dans un pays et que vous êtes les premiers concernés, c'est-à-dire que vous êtes dirigeant, qu'est-ce que vous faites? On dit, nous voulons vous aider pour une sortie de crise. En venant à la table de négociation, si vous êtes animé de cet esprit que prenne fin cette crise, vous devez faire des propositions de sortie de crise. Moi, j'ai été éberlué d'entendre le président guinéen dire que mais quand on a demandé aux représentants du gouvernement et du parti au pouvoir vos propositions de sortie de crise, ils ont dit non, pas. Vous savez, la matérialisation, c'est que lorsqu'on fait un retour dans l'histoire, rappelez-vous, Togo Télécom 1, Togo Télécom 2, où les gens ont dit... On parlait du dialogue des sourds-muets. Voilà, ils ont dit, nous sommes des sourds-muets. C'est la même chose. Vous savez, si vous avez la volonté que ça prenne fin, vous ne direz pas. Vous allez faire des propositions.
contrairement à l'opposition qui a fait des propositions en 8 points. Monsieur Eli. L'opposition, la C14 est encore sortie sur le terrain, manifestation politique à Bafilo, à Sokodé, et le PNP qui fait partie également de ce groupement politique n'a pas été de concert avec ses pairs. Je crois que ce n'est pas un péché. Moi, je crois. Une formation politique créée pour la conquête du pouvoir est indépendante en 20 ans. Et lorsque ça ne s'y est pas, moi, j'ai dit... Et ça semble annoncer une division. Non, c'est vous qui l'interprétez comme ça. J'avais dit que ce n'était même pas un point important à discuter parce que moi, j'ai fait du blackout. C'est-à-dire que c'est rien du tout cela. Nous sommes dans un groupe, quand il y a un acte à poser et que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas lié, c'est tout. Quoi le problème? D'aucuns parlent de la guerre des fiefs électoraux. C'est leur opinion. Merci à vous, Ildefonse Akpaki. On reviendra peut-être d'ici vendredi avec vous pour d'autres éléments de débat. Merci. Eh bien, c'est la fin d'Actu Débat sur la 97.1. Merci de nous avoir suivis sur la 97.1. Merci à Rapide Dégoué pour l'assistance technique au micro. Il est Klim, Goka Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.